les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc une nouvelle vidéo de quasi en direct à Las Vegas. Même si là, pour être sincère avec vous, tout ce que je vais vous parler, c'est pas vraiment quasi en direct, hein, ça s'est passé il y a quelques jours. J'avais fait une vidéo donc de 2 coups joués de bluff. On parlait dans la dernière vidéo justement des bluffs, la difficulté un petit peu pour certaines personnes d'aller faire des bluffs parce que bloqués un petit peu par le système nerveux, leur système nerveux. Et je voulais vous donner 2 exemples de bluffs que j'avais fait avec des scénarios différents. Mais le souci c'est que lorsque j'ai fait ça juste après la session, j'étais dans les couloirs, j'étais sur le strip, hein, et malheureusement je sais pas ce qui s'est passé avec mon micro, mais le son n'était vraiment pas bon. Donc j'ai décidé de la refaire, je la refais ici. Bon, ok, donc on y va pour ce premier coup. Ici, donc vous voyez que tout le monde fold jusqu'à moi. J'ai valet 9 au bouton, je décide d'open 12. Quelques petites indications sur les joueurs qui sont après moi. La small blind est plutôt très serrée. Le joueur en big blind est un joueur américain lambda, c'est-à-dire qu'il est plutôt conservateur, qu'il est plutôt faible. Et si on lui met une bonne pression, il a plutôt tendance à overfolder. Donc on attaque ici 12, il nous paye 2 big blind, pardon, et le flop est plutôt intéressant, on a As Valet 8 avec 2 trèfles. Là, ici, je décide de faire un c-bet à 12 après son check. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai touché un valet, que j'ai des possibilités d'amélioration bien évidemment en 2 paires, et donc j'ai envie de faire grossir un peu le pot. J'ai envie d'avoir un peu de protection aussi sur mes valets, par rapport à ses tirages. Il y a aussi il a des tirages canne ventrale, il a des Broadway, etc. Donc c'est intéressant de faire un peu de value ici. Et quand il a un as, son as n'est pas forcément très bon, et peut-être que j'ai la capacité de le faire folder. Bien évidemment ici il y a un tirage couleur et un tirage quinte, il y a des tirages quinte, donc j'aurai ces bêtes avec un as, donc je le fais aussi avec ma seconde paire. Ici donc il décide de call. Il y a un 4 de trèfle qui arrive, donc qui est intéressant aussi. Il continue à checker. Donc là maintenant il y a la couleur trèfle. Bien évidemment, quand on connaît un peu les statistiques, on sait qu'il y a très peu de chances que lui-même ait les couleurs trèfle quand on est en tête à tête et qu'il y avait un tirage couleur sur le flop. Il faudrait vraiment que ça soit le tirage couleur qu'il ait. Il faudrait déjà qu'il ait aussi une main suitée, ce qui est quand même plus rare qu'une main offsuit bien sûr. Donc ici on continue la pression, c'est une très bonne carte justement pour mettre la pression. Donc je décide de bet à 35. Il va coller assez rapidement, donc là, ici, on est plutôt mal en termes de showdown value. Je pense qu'on est derrière, hein, clairement, et on est quasiment sûr d'être derrière, effectivement, quand il prend en plus le lead à la river sur ce roi de pique, où il décide de mettre 45. Alors, ici, bien évidemment, il y a 164 au milieu, je pourrais fold, hein, bien sûr, c'est une possibilité. Mais là ici vraiment je pense que il a une grande possibilité de le faire fold, parce que c'est encore une fois de plus, c'est des joueurs faibles. Je lui ai mis 35, 45, vous voyez, c'est une sorte de blocking bet. Quand il met 45, c'est à peine plus que ce que j'ai mis sur le turn. Et effectivement j'ai augmenté les montants au fur et à mesure. Donc là ce qu'il a peur lui plutôt, c'est que je lui mette un gros montant. Donc il préfère prendre le lead et mettre le montant qu'il choisit, plutôt que de devoir payer 100 ou je sais pas moi 110, que je pourrais lui mettre éventuellement sur cette river. Donc je comprends effectivement ce qu'il fait. Et à partir de là, justement, là il veut pas que je mette un trop gros montant. Donc c'est ce que je vais faire, hein, forcément. Ce qu'on a envie de faire au poker, c'est justement de faire des choses que l'adversaire n'a pas envie que vous fassiez. Ici en plus c'est intéressant parce que j'ai attaqué le tirage couleur, j'ai continué à bet sur la couleur. J'ai des as roi, j'ai des as valet dans ma range. Les as roi, lui il en a pas beaucoup, hein, franchement, même si voilà, je vous dis pas qu'il en a pas du tout. Ça peut arriver effectivement que des joueurs en 1-3 collent juste as roi de big blind, ça arrive, mais c'est quand même très peu fréquent. Là je pars encore sur la lecture que j'ai, que les couleurs il en a pas. Si jamais il avait une couleur et qu'il voulait value, je pense qu'il aurait fait un value un peu plus cher et un peu moins cher s'il voulait que je relance. Donc là c'est clairement un blocking bet pour moi, donc je décide de faire une relance à 200. Il va prendre un petit moment et voilà, comme prévu il va fold. Donc sur cette river ici, il me fait quand même une offrande, puisqu'il me permet justement de reprendre le lead en faisant un bet un peu bâtard, c'est-à-dire vraiment les styles de blocking bet qu'on voit souvent en Vegas, et sur lequel on peut vraiment exploiter beaucoup de choses. Ici voilà, clairement c'était un spot plutôt simple.
et qui a, à mon sens, surtout à la river, où le field a vraiment l'habitude de voir que quand quelqu'un se relance à la river, il a souvent nuts ou quasi nuts. Donc ce qui est important, c'est pas ce que moi j'ai, c'est ce qui lui aussi a l'habitude de voir du field quand il se fait relancer. Les joueurs ont aussi des traumatismes par rapport à ça souvent. C'est-à-dire que quand ils payent et qu'ils perdent un maximum sur ces spots-là, à un moment donné, il y a quand même certaines leçons, il y a certaines craintes qui se mettent en marche. Et du coup, ben voilà, c'est pour ça aussi qu'ils overfold sur ces spots-là. Donc voilà pour le premier bluff qui est passé, donc qui a bien marché. Et je vous mets maintenant le second bluff. Allez, donc on y va pour ce deuxième bluff. Donc ici, UTG, qui est un petit tapis qui a un style de jeu un peu particulier parce qu'il est très collant, il est assez collant pré-flop, très collant au flop. Donc là il paye, j'ai l'impression qu'il a payé toutes les mises au flop et qu'il a foldé quasiment toutes les mises au turn. Donc il paye énormément au flop, fold énormément au turn. Donc voilà, c'est l'information que j'ai prise. Pour donner un peu plus de contexte également à cette main, sachez que ici j'étais plutôt très calme, j'étais carded, donc j'ai pas fait beaucoup d'actions. Ok, donc ici le joueur lambda, donc ce joueur décide de relancer à 6. Alors ici d'expérience, clairement, il y a de temps en temps, très rarement des pièges, où des gens peuvent faire ça avec des paires as, des paires rois. C'est extrêmement rare. La majeure partie du temps ici, on est clairement face à des petites paires, à des suited connectors, à des Broadway offsuit, à des Broadway suited également de temps en temps. On a également des as suited. Voilà, c'est plutôt ce genre de main là, et on a voilà même et toute une autre panoplie de mains. On a des fois des mains dépareillées, tout un type de mains, des 9-7, des 5 et 7, des choses comme ça. Voilà, ça peut aussi arriver. On a un deuxième joueur donc, qui décide de call. Donc là, lui, j'ai pas d'infos, il vient juste de s'asseoir à la table et c'est vraiment sa première main. Tout le monde fold. Et ça arrive à moi, et là j'ai 5 et 6 off. Alors c'est une main avec laquelle vraiment j'ai pas l'habitude de faire des gros moves, surtout hors position. Mais ici, voilà, je pars du principe que je sais à peu près la range qu'il a, donc je peux quand même jouer assez sécure post-flop. Je mets aussi un sizing à 36 pour éviter qu'il paye avec les petites paires. J'essaye de lui péter les cotes justement pour qu'il ne puisse pas s'être miné. Donc pour être un peu plus... savoir un peu mieux justement où il est avec les Broadway offsuit, les petits as, etc. Même si voilà, je suis aussi conscient que en mettant ces montants là, des fois les joueurs set mine justement hors cote, sans les cotes implicites nécessaires. Donc je suis aussi conscient que ça va pas enlever non plus toutes les paires. Donc voilà, grosso modo, je suis assez confiant post-flop pour faire des choses. Surtout que je vous l'ai dit, il paye énormément au flop et il fold énormément sur la turn. Ici donc on a un flop qui est quand même intéressant. On a As 3-7. Donc là on a un tirage quinte ventral, donc on tire les 4. Bien évidemment ici on sait bet range, on représente beaucoup d'as roi, beaucoup d'as dame, des choses comme ça, où on aurait mis à peu près ce même montant. Par contre on va mettre pas trop cher, on va mettre 40 justement pour avoir un peu une lisibilité. Si jamais il me raise, ça peut être le cas, des fois il peut avoir des as 3 suités, des as 7 suités, il peut avoir des brelans, il peut avoir des choses où il décide de relancer. On va fold bien gentiment. On ne s'implique pas trop dans le coup. Il décide de call et l'autre adversaire donc décide de fold. Donc on se retrouve maintenant avec un pot qui commence à être important puisqu'on a 191$ au milieu. Et il y a une carte qui améliore vraiment nos tirages puisque c'est le 9. Maintenant on tire les 4 mais on tire également les 8. Donc on a un tirage quinte par les deux bouts. Et le pot, voilà, il fait 191, il a 184, donc on a un pot size bet ici à mettre si on voulait vraiment le mettre tapis. Le truc c'est que d'expérience, voilà, c'est des fois les joueurs, quand on met tapis, ils ont l'impression qu'on surjoue, enfin qu'on veut un peu voler les coups. Ça dépend des profils. Celui-ci, j'ai l'impression justement que lui, quand il bluffe plutôt fort. Donc j'ai pas envie de lui donner cette notion-là. Vous voyez, c'est aussi une adaptation qu'il faut faire contre les joueurs. C'est vraiment un tips là. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est pas comment vous jouez sur les bluffs qui est important, c'est comment vos adversaires jouent dans les bluffs. C'est-à-dire qu'ici, lui, j'ai vu qu'effectivement, il mettait fort dès lors qu'il était en train de bluffer. C'est aussi un élément que j'ai oublié de vous dire en fait dans la contextualisation. Mais dès lors qu'il met fort, c'est-à-dire si je mets en fait tapis ici, lui, vu qu'il arrache quand il fait des bluffs, concrètement, il va juste projeter son mode de raisonnement et il va penser que je bluffe aussi. Donc j'ai pas envie de mettre trop fort non plus, mais j'ai envie de mettre suffisamment fort pour lui mettre suffisamment de pression. Donc je décide un sizing un peu entre les deux, je décide de mettre 130.
Alors bien sûr là ici c'est j'espère qu'il va fold, d'accord. Si jamais il colle, bah, je vais abandonner de toute façon si je touche pas ma quinte parce que là j'ai plus de fold equity et derrière je pense que je le ferai jamais passer sur la river. Et s'il met tapis, bah, bien évidemment je serai obligé de payer, donc les plans de jeu sont définis. Et malheureusement, bah, il met tapis. Là, je fais folder quand même beaucoup d'as, hein, à mon sens, beaucoup de choses, etc. Malheureusement, bah, je tombe sur la mauvaise partie de sa range. Il y a un valet qui sort river qui ne m'aidera pas, donc je me retrouve avec hauteur 6, hein, j'ai très peu de chances de gagner. Et bah, c'est le cas, là d'ailleurs, ouais, ça affiche pas, si ça affiche, non, ça affiche pas, j'ai mal mis la main justement sur l'écran. Il a paire de 3 au final, donc il a brelan de 3 flopé malheureusement. Vous voyez, je voulais éviter justement ce genre de main, mais ça n'a pas fonctionné. Il a payé hors cote pour chercher son brelan. Alors ça c'est le type d'erreur justement que vous ne devez pas faire, hein, aller chercher des brelans hors cote implicites. Malheureusement bah, il le fait. Je suis aussi au courant, hein, forcément. Voilà, je sais que je peux aussi tomber sur des joueurs qui vont payer là-dessus. Il y avait des brelans de 3, des brelans de 7, je le savais également, possible, même s'il y en avait moins que si j'avais fait un raise standard, théoriquement du moins. Et donc malheureusement je perds ce coup qui m'a coûté un peu d'argent. Alors bien évidemment, ce qu'on pourrait se dire, c'est que bah, effectivement, je peux éviter ce genre de spot, je peux éviter ce genre de choses. Mais si vous regardez bien, vous voyez qu'une fois que je mets les 36 et que je suis payé 2 fois, si je tombe un peu sur une range un petit peu mieux, s'il a une paire de 4 au mieux d'une paire de 3 par exemple, eh ben, j'aurais pris 70 balles. C'est-à-dire que là, il aurait foldé sa paire de 4 quand j'aurais fait mon c-bet, ou au moins au deuxième barrel. Peut-être qu'il aurait payé aussi les 40 balles, hein, il aurait payé peut-être une fois. Mais sur le 130 balles sur le turn, il aurait bien évidemment foldé. Donc j'aurais pris soit 70 $, soit 110 $ si il paye les 40 $ supplémentaires. Donc vous voyez, c'est ce genre de petits coups. De temps en temps, bah, effectivement, je vais perdre. Là, je vais perdre un peu plus de 224 $ au final, enfin 250 même, 260 en tout. Mais la réalité, c'est que bah, si ça passe suffisamment souvent, on va aussi faire de l'argent sur ce genre de spot. Donc c'est pour moi des spots qui sont intéressants quand on a une bonne image. Là, c'était intéressant. Son profil aussi était intéressant pour le faire. Comme je vous disais, il y avait beaucoup de calls flop et beaucoup de fold turn. Bah maintenant il faut aussi avoir des bons timings sur les bluffs et c'est le message aussi de cette vidéo. Vous voyez que là par exemple sur le premier bluff il est passé, on a fait un peu d'argent donc sur ce bluff. Là on perd beaucoup plus sur le turn, mais la réalité c'est que les bluffs, dès lors que vous les tentez sur les bons profils, sur les bons spots, que vous avez une bonne image et que les joueurs ont un tant soit peu quand même de capacité de fold, bah, il faut les faire de temps en temps. C'est même quand à la limite bah, vous perdez le coup, au moins ça vous fait une publicité. Vous pouvez aussi vous faire payer un peu plus facilement derrière, mais la réalité c'est que les spots, quand vous êtes bon en profiling, bah, vous les passez suffisamment souvent pour que ça soit rentable. Encore faut-il avoir parfois les bons timings, et ça malheureusement bah, vous n'êtes pas responsable d'être dans le bon ou le mauvais timing, hein. Il y a des moments on tombe sur la mauvaise partie de range qu'on target, et bah, c'est comme ça. Il faut accepter que les bluffs, on prend des risques, et il faut surtout continuer à le faire dès lors que vous pensez que c'est intéressant de le faire et que ça vous rapporte de l'argent. Voilà, c'était pour vous montrer donc pas que de la réussite, c'est aussi des coups bah, qui partent en cacahuète. Voilà. Et bah, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et bah, je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo ici sur la chaîne YouTube. Rappelez-vous que vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook où je fais pas mal de stories et de live de temps en temps. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.